Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour une nouvelle lecture ensemble. Et ce soir, nous passons la soirée avec Maurice Barrès pour son roman Les Déracinés. C'est Louise qui vous a entamé la lecture. Nous sommes ensemble au chapitre 2 et nous avons donc fait la connaissance du personnage principal qui est François Sturel, un très beau garçon, très comment on dit, courtisé, oui, je cherchais le mot, très courtisé et nous sommes à Nancy, il rencontre plusieurs femmes, évidemment, il ne cède pas à toutes les demandes et toutes les attentes. Nous reprenons la lecture, vous allez rentrer en même temps que moi dans l'intrigue, c'est un peu le cas quand on reprend une lecture que l'on n'a pas commencée, mais c'est un plaisir de découvrir un peu plus Maurice Barrès avec vous. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec le hashtag VBN, j'attends vos commentaires. Je pense plutôt, dit Sturel, que des garçons tombés sur le bitume parisien n'ont guère de bonne place pour jouir de la vie. Et le plus utile emploi de nos curiosités est dans la méditation et l'inspection de nos aptitudes. Comme Mouchefrein et la Léontine sur ce mot ricanaient, Sturel-le-Fort les interpella sèchement. Mouchefrein, nos réunions sont inutiles si nous ne nous prenons pas au sérieux. Eh bien quoi ? Intervient le brutal Racado. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on plaisante, Sturel. Ces paroles de bon sens frappèrent les jeunes gens. Les situations sociales se dessinaient. Racado et Mouchefrein, ces deux frères, eurent l'impression d'une aristocratie. Ils retrouvèrent leur supériorité lorsqu'on parcourut les brasseries de femmes fort à la mode au quartier latin. Ni Sturel-le-Fort, ni Sturel, qu'on tirait difficilement d'eux-mêmes, ne pouvaient trouver là leur aise. Mais ils goûtaient le plaisir, si vif à 20 ans du noctambulisme. On faisait des connaissances. Quand l'heure fut venue de s'acheminer vers la gare, Mouchefrein, excité par les rires de Racado et de la Léontine, marchait devant et prodiguait au long des boulevards une facétie de sa caserne, et qui était accosté, tout passant isolé. Des étudiants et des filles se joignirent à eux en criant « Romers pas cher, Romers pas cher !» Et si l'on disait « Ce sont les étudiants qui vous réclament hein !» Un monôme se forma. Des agents suivaient soupçonneux. À la gare de l'Est, leur jeunesse plut. On les laissa crier. Et quand le train pénétra en gare et que les voyageurs franchirent le contrôle, ce fut une clameur ininterrompue, jusqu'à ce que les 5 aperçurent enfin la bonne tête bouclée de Romers pas cher. Les yeux étonnés par la lumière, ils débusquaient avec une petite valise. Tous se rangèrent sur une seule ligne, comme au régiment, et lui, en bon garçon qui se prête à la plaisanterie, et ce qui vaut mieux, en bon esprit et qui ne se perd pas à faire l'étonné, il passa devant eux au cri de « Vive Romers pas cher !» tandis que Mouchefrein, fort échauffé, dansait à ses côtés pour figurer, disait-il, le cheval qui piaffe, puis l'ivrogne, commanda. Demi-tour, au quartier. Au milieu d'eux, Romers pas cher marchait gravement, mal éveillé, toutefois ému par l'importance d'une telle œuvre dans sa vie. Sous sa main, il sentait son cœur heureux et vaste à contenir Paris. Il marchait avec force et légèreté, reconnaissant envers les ancêtres qui avaient assemblé les ressources de cette grande ville pour qu'il pût un jour y participer. Ses compagnons, comme des bêtes, bruyaient. Mais leurs cris et leurs danses, d'une façon confuse, symbolisaient à son esprit l'enivrement de cette nouvelle existence. Dans ce cortège, ils s'avançaient, appuyés au bras de Sturel, jeunes et graves tous deux. Et par ce geste fraternel, qui ne leur était pas familier, et aussi par leurs pas cadencés, ils savaient bien qu'ils se juraient tout bas de céder à comprendre la beauté. Sturel-le-Fort, mince, raide, et ses gros bras balancés, le regard fixe sur son rêve, marchait à leur gauche, du pas automatique d'un soldat. Derrière eux, Renaudin assujettit son monocle, que son sens du comique compromet, et il répète gouailleur toujours, mais
heureux d'avoir ses camarades à Paris. Ils sont sérieux comme des paysans, comme des paysans. Racado et la Léontine, naïvement et pleins de joie, admiraient le mouche-frein. Boulevard Saint-Michel, on entra chez un marchand de vin crémier, alors installé au coin de la rue de Médicis. 50 personnes s'engouffraient avec eux. Romer Spacher fit signe qu'il voulait parler, et tous réclamant le silence. « Messieurs, je ne suis pas Gil Blas dans la première auberge de son premier voyage. Votre accueil me touche, mais je n'ai pas l'intention d'offrir le punch sur lequel on pourrait compter. »« Très bien !» crient ses amis. Et lui, se tournant vers Sturel. « Fais-moi une place, François. » Romer Spacher a prononcé François. Eux-mêmes disent « très bien » en traînant sur les finales. C'est l'accent lorrain et ça fait rire. François Sturel avait toujours été appelé par les siens François. Jadis, la diphtongue wa se prononçait oué. Dans les villages de ces jeunes gens, il demeure beaucoup des mœurs, des préjugés, de l'âme enfin de ces François, qui se désignent eux-mêmes par un assemblage de sons, maintenant insupportables à l'oreille parisienne. La gouaillerie et le bon sens de Romer Spacher, comme son accent, sortent du vieux fond national. Mais s'asseyant à côté de Sturel, sans plus s'inquiéter du tapage, « Qu'est-ce que Paris ?» dit-il. « Est-ce si grand ? Si beau ?»« Plus beau, dit Sturel, plus grand que nous n'avions rêvé. Mais c'est très plein, jeta l'ironique Renaudin. Tous entraînés par l'ardente curiosité et le ton convaincu du nouvel arrivé, commencèrent à se communiquer les uns aux autres leur jugement sur Paris. Ils goûtaient le plaisir de s'expliquer et de se connaître soi-même. Ils avaient hâte de sortir du trouble, de l'indiscernable où ils avaient vécu dans la période chaotique du lycée. « Je vais, en vous quittant, dormir une paire d'heures, dit Romer Spacher. Vous m'indiquerez une chambre, au plus épais, ses fenêtres bien ouvertes sur la rue, que j'entende tout le tapage. Et, sitôt la vie réveillée dans les rues, j'achète un cahier blanc, un itinéraire, et je commence à visiter les gens, les monuments, les idées pour comprendre le plus de choses possibles. L'instant est venu de nous déniaiser. Les choses, répond Sturel, cela ne m'attire guère. Ce que j'aime ici, c'est que j'y suis mon maître. Depuis 6 jours, à dire vrai, un seul endroit toujours m'attire, continuait Sturel. Je le devine, interrompit Romer Spacher, qui lança une gaillardise, et aussitôt pour s'excuser, il posait affectueusement sa main sur le bras de son ami. Il devinait que celui-ci n'avait pas assez fort santé d'âme pour conserver joyeusement, parmi des pensées sérieuses, le gros ton de la jeunesse. Il reprit. « Tu es allé chez Bouteiller ?»« Je n'ai rien à demander, répliqua fièrement Sturel. Il est allé au Père-Lachaise, intervint de sa forte voix Racado. Il a refait le serment de Rastignac, après l'enterrement du père Goriot, quand il s'écrie « À nous deux, Paris !» C'est un jouisseur délicat que monsieur François. Sturel secoua la tête. Rastignac avait été élevé à la campagne, avec 3 sœurs charmantes. Moi, j'ai été élevé avec vous tous. L'observation est d'une qualité trop fine pour porter à 4 heures du matin. Coupant court, il expliqua que jusqu'à 7 heures dans tout Paris, c'était les galeries de l'Odéon qui lui plaisaient le plus. Renaudin haussa les épaules. Aujourd'hui même, tu avais sous les yeux un spectacle peu instructif, que tous les bouquins, tu n'as pas daigné regarder l'enterrement de Gambetta. C'était splendide, jeta la Léonine. Tout le monde peut voir un spectacle parisien, mais encore faut-il savoir le lire, continua Renaudin d'un ton dédaigneux d'un Parisien qui rentre dans son village. Les amis du mort tiendront encore la République pendant des années. Les serments qu'ils avaient échangés aux dernières années de l'Empire, ils viennent de les répéter. Quelles circonstances faudra-t-il, quelle lutte ou des concours leur seront nécessaires pour qu'ils autorisent une nouvelle génération à entrer dans le pacte? Eh bien moi, dit Mouchefrein, je vous affirme que Bouteiller sera député avant 5 ans. C'est qu'il se sera domestiqué pendant 4, comprenez-moi. Je ne vous raconte pas que les amis de Gambetta refuseront des stagiaires. Je vous explique qu'ils garderont jalousement les emplois.
député. C'est le titre de 580 personnages. Mais peut-on compter 50 vrais députés, 50 qui soient initiés aux moyens du parlementarisme? N'y a-t-il pas quelque part, dit Surel-le-Fort, d'autres serments qui se prêtent, une formule nouvelle? À ce pacte vieilli dont tu parles, pourquoi ne pas opposer une ligue toute neuve? Le jeune intrigant devinait qu'à prendre la filière, on piétine trop longtemps et qu'il est plus profitable de se faire craindre par des attaques de front parce qu'une influence politique est toujours une valeur d'échange. Il y a le socialisme, répond Renaudin. Il manque d'hommes capables d'étendre leur autorité sur un monde capitaliste et d'éducation bourgeoise. Ils n'ont que des orateurs condamnés pour la vie aux agitations, un rôle à prendre. C'est d'être l'interprète du socialisme, hors des milieux où il prospère, le docteur des gentils, le délégué sur qui les possédants se rueront d'abord, avec qui ils transigeront ensuite. La politique, dit Sturel avec dégoût, c'est trop peu. Hugo ne vivra plus longtemps. Au-dessus des partis, il faut un homme qui soit l'expression du pays. Peste, fit un interrupteur. La province est césarienne. C'est tous des ratapoils, cria un second inconnu. Monsieur, laissez-nous tranquilles, dit avec fureur Racado. Un malotru bougonnait encore. Mouchefrein l'assaillit de bourrades et d'injures ordurières qui le dépeignaient vivant de l'exploitation des femmes. Cela rétablit le calme. Il est beau que Racado et Mouchefrein, montés en dignité, combattent pour assurer la paisible expression d'idées générales qu'ils auraient bafouées sans l'autorité de Romer Spacher. À nul âge, on ne philosophe plus volontiers qu'à 20 ans. Et surtout, vers 4 heures du matin même, la Léontine en a les lèvres entr'ouvertes, dans une face totalement abrutie. C'est le signe de son admiration pour ces messieurs. Depuis Verdun, elle aime Racado parce qu'il est son pareil, et Mouchefrein parce qu'il est si drôle de loin. Déjà, elle enviait M. Renaudin qui s'est fait une situation. Mais dans cet instant, pour la première fois, elle distingue les autres. Quelle impression déconcertante, cette créature humble et grossière peut-elle ressentir de Surel-le-Fort, dont la physionomie offre quelque chose de félin, d'hypocrite et de fermé, qui, joint à son air d'extrême jeunesse, fait plaisir à voir comme une expression rare. De Sturel, une figure grave et passionnée, qui rappelle ces admirables temps de la Restauration, où l'on avait des âmes romantiques avec une discipline classique, Romer Spacher appartient à une humanité plus puissante. Il a du rayonnement. Les plus grossiers sont sensibles à l'attrait de la grande sociabilité. Et même cette pauvre parente des bêtes, cette Léontine mêlée à leur débat comme une génisse attachée au piquet d'une tente où l'on discute, approuve les jeux de sa physionomie quand il parle. Sa tête est forte, sympathique, avec des cheveux roux qui frisent. Ses événements sont ouverts sur un gilet mal boutonné qui laisse largement voir une chemise molle de toile grossière. De ce milieu, par sa force tranquille, il a bâli le ton plaisantin. Il a libéré les vrais sentiments jusqu'alors intimidés de chacun. Maintenant, de leur accord, il croit tirer une plus-value générale. Nul d'eux, qui désormais ne s'intéresse comme s'il en attendait un bénéfice personnel, a ce qu'ont découvert les camarades dans Paris. Leur dialogue avait toutes les secousses des entretiens nocturnes. Mais ils partaient toujours de leur terrain commun, le lycée de Nancy, pour se déployer, se diviser, se réunir, exprimant ainsi les natures diverses de ces jeunes gens. Heureux de se retrouver, ils s'imaginaient former un arbre puissant et que les forces de chacun, pareilles à la sève qui circule, profiteraient à tous. Cette image leur semblait d'autant plus exacte qu'elle avait une certaine beauté morale. Il faut être bien vieux pour oser reconnaître mensongère une conception que si elle était vraie, créerait de la fraternité et de l'agrément. Ces jeunes gens ne se connaissent pas d'autres pères que bouteillers, et s'ils discernent les uns chez les autres au cours de cette soirée des nuances particulières, ils sont bien éloignés de s'en inquiéter. Ils n'imaginent pas qu'un jour l'habileté de Renaudin, l'ambition de Surel-le-Fort, la poésie de Sturel,
la curiosité intellectuelle de Romer Spacher pourront les mettre en opposition, ni même les séparer. Ils admirent plutôt cette différence, parce qu'elle leur marque combien en 2 années ils se sont développés. Et ils s'en témoignent de la surprise, par un silence où ils s'examinent. Puis, d'un accord silencieux, ils se comparèrent à la masse compacte des filles et des étudiants agglomérés dans cette tabagie, essaim où l'on peut ne distinguer des individus, mais seulement reconnaître une espèce. Sur cette façon de gâteau de jeunesse, le gaz, la fumée, l'ivresse et tous les désirs distribuaient des plaques violentes, alternées de rouge et de noir. Tant d'adolescents divers qui hurlaient et s'agitaient ne donnaient pas à penser qu'ils fussent plus d'un. Ils formaient un seul animal fédératif, toute main tendue, toute bouche ouverte vers l'alcool et la prostitution. De se sentir bien au chaud dans ce chenil, ils riaient, pleinement, abandonnés à l'heure présente. « Sturel !» déclara Mouchefrein par le nom puissant de Bouteiller, qui nous est en sa protection. « Passe-moi ton porte-monnaie et je te ferai voir le plus victorieux instrument de domination. » Messieurs, pour fêter Romer Spacher de Noménie, qui de ce jour est Romer Spacher de Paris, nous vous offrons un rhum de clôture. Crions tous « À bas Nancy, vive Paris !» Cri de trahison, détestable reniement, oui. Ce mauvais garçon a parfaitement résumé cette première partie de leur vie, et l'ingratitude qu'il manifeste sans une protestation de ses camarades a été voulue nécessitée par Bouteiller. « À bas Nancy, vive Paris !» traduit ce besoin de se jeter à l'eau qui anime tous ces jeunes gens. Le fossé des filles, la verve irréfléchie des bohèmes, le grognement des pochards composent, et ses convenances, l'odieuse clameur d'approbation qui accueille le toast et à laquelle le patron met fin en expulsant tout le monde. Il faisait un petit jour froid, et le vent, aidé par les balais de la voirie, soulevait une sale poussière. Nos jeunes Lorrains, passant d'une telle chaleur dans cette aube glacée, sentent peut-être leur corps souillé de poussière et mal à l'aise sous des vêtements fripés. Mais ces impressions dont, à 35 ans, ils s'attristeraient, ne modifient rien de leur joie, sans cause, ni leur entrain, ni leur haleine fraîche, ni leur regard ardent. Le gros de la troupe empoigna la valise de Romer Spacher, et avec 1000 bouffonneries auxquelles leur jeunesse et leur ébriété pouvaient seules donner du charme, ils allèrent l'installer à l'hôtel Courras, en face du fameux hôtel Saint-Germain, qu'on a démoli avec la rue des Grès en 1888, et qu'habitèrent successivement Jean-Jacques Rousseau, Balzac et ses héros, George Sand, Vallès. Tout personnage dont la sensibilité préparait les chemins à ces jeunes artistes. Romer Spacher garda une fille de la bande, ce dont il eût été gêné devant Sturel. Celui-ci, remontant le Luxembourg vers sa rue Sainte-Breuve, tenait toujours la nouvelle Héloïse sous le bras. En route, il s'aperçut que Mouchefrein avait conservé son porte-monnaie avec ses 200 francs et qu'il ignorait son adresse. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 3, Les Déracinés de Maurice Barrès. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cette courte intrigue vous a plu. Je poursuivrai cette émission dans un prochain voyage. Alors ne bougez pas pour cette lecture de Maurice Barrès. Et n'hésitez pas à réagir dès à présent. #VBN sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée sur D8. Belle nuit à ceux qui se couchent et à très vite sur ce canapé que vous aimez tant. Je vous embrasse. Bonne journée à tous.